Parce qu'on a dépassé largement le temps, on va passer rapidement à la présentation de professeur Lisa sur la dilatation de branches et dyskinésie ciliaire primitive. À vous la parole. Alors, rebonjour. Donc cette fois-ci, dyskinésie ciliaire primitive, peut-être quand même un petit peu moins de nouveautés. Donc première question, qu'est-ce que la dyskinésie ciliaire primitive ? Donc c'est une maladie génétique qui est rare, qui concerne une personne sur 20 000, avec bien évidemment une anomalie de la clairance mucociliaire secondaire à une anomalie de structure ou de fonction des cils mobiles qui sont représentés sur... alors je vais allumer le pointeur. Hop, non, ça va pas marcher. Désolée. Qui sont représentés ici. Et donc, le diagnostic repose, on va le détailler, mais tout d'abord sur une détresse respiratoire néonatale à terme. Je voudrais en dire deux mots. Donc, ça concerne, comme son nom l'indique, des enfants à terme. C'est une détresse qui souvent survient dans les 12-24 heures après la naissance. Ce n'est pas forcément une détresse initiale. Sur le plan physiopathologique, on considère que c'est probablement l'élimination du liquide fœtal qui ne se fait pas correctement. Et ce qui peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, bien évidemment la concomitance d'un situs inversus sur la radio du thorax, mais également le fait d'avoir une atélectasie lobaire qui est relativement associée avec la persistance d'une oxygénodépendance de plus de 2 jours, avec une sensibilité et une spécificité qui sont, selon les études, plutôt intéressantes. Deuxième atteinte, c'est le situs inversus, on va en reparler, l'atteinte ORL et bronchique. Donc vous avez dit cils, mais alors qu'est-ce que les cils? Il y en a plein. Il y a tout d'abord des cils primaires qui existent à la surface de quasiment toutes les cellules, qui sont immobiles et sensitifs, sauf le cil nodal embryonnaire, et qui peuvent, en cas d'atteinte, donner notamment des anomalies de latéralisation, mais également des syndromes, certains pas très connus, d'autres un peu plus, comme le Bardet-Biedl. Les cils mobiles, on va le voir, sont présents sur l'ensemble des voies respiratoires, également la trompe d'Eustache, le canal épandymère, les canaux déférents, l'endomètre et les trompes. Ils sont tous mobiles et leur atteinte induit la dyskinésie ciliaire primitive, mais il peut y avoir également, notamment en cas d'infection chronique, des dyskinésies ciliaires secondaires. Les dérivés ciliés, ce sont les flagelles des spermatozoïdes, les photorécepteurs, les organes de Corti de l'oreille, les cellules olfactives. Et leur atteinte peut donner une infertilité, des rétinites pigmentaires et de la surdité. Donc, les cellules épithéliales ciliées font partie de l'épithélium respiratoire, sont associées aux cellules à mucus, aux cellules basales, ça c'est les cellules, on va dire, les plus fréquentes, et sont présentes, comme je vous l'ai dit, dans les bronches, mais également au niveau de toute la filière ORL et également la trompe d'Eustache, ce qui conditionne les symptômes dans cette pathologie qui sont du coup particuliers. Donc la structure des cils, il faut la connaître parce que ça va être à la base d'une des parties du diagnostic, la microscopie électronique. Cette structure, c'est une structure dite en 9+2, 9 microtubules qui comportent des tubules A et B reliés par des liens nexines et également des ponts radiaires jusqu'à l'axonème central. Et ce que vous devez connaître, ce sont les structures que sont les bradynéines externes et internes. Et c'est ce qu'on va voir quasiment, alors là c'est schématisé, mais en microscopie électronique on retrouve l'ensemble de ces structures et c'est ce qui va permettre d'avoir finalement des indices sur le type de diagnostic. Donc, l'anomalie structure des cils qu'on décrit en microscopie électronique, là, vous avez une structure normale. Là, si vous regardez, vous ouvrez bien vos yeux, vous allez voir que les bradynéines externes ne sont pas présents, alors qu'on voit bien juste sous mon poing les bradynéines internes. Sur la photo C, là, il n'y a pas de bras ni en interne ni en externe. Sur le E, on voit bien les bras externes, mais pas les bras internes. Là, le F, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une désorganisation assez globale associée à l'absence de bras d'innéine interne. Et j'aime bien le dernier où il n'y a pas de complexe central. Donc ça, c'est ce que l'on peut faire en microscopie électronique. On va en reparler après.
Donc la démarche diagnostique, les symptômes cardinaux, il y en a 4. Je vous ai parlé brièvement de la détresse respiratoire néonatale à terme, je n'y reviendrai pas. Le situs inversus, les symptômes bronchiques précoces et les symptômes ORL précoces. Les antécédents familiaux et la consanguinité peuvent également faire partie de l'évaluation. Donc les symptômes bronchiques, il faut les connaître, c'est une toux grasse quotidienne, constante, peu spécifique. Bien souvent, dans la petite enfance, on peut penser que c'est un asthme sévère, hypersécrétant, rebelle au traitement habituel. Le début est très précoce et ce qui doit vous marquer, c'est qu'il n'y a peu ou pas de variations saisonnières. En été, ces enfants restent symptomatiques. Ils sont sensibles aux antibiotiques et les dilatations des bronches arrivent assez précocement. L'évolution de la maladie sur le plan bronchique peut aller vers la BPCO avec des exacerbations respiratoires, des dilatations des bronches, et l'insuffisance respiratoire chronique peut arriver, mais relativement rare. Donc retenez la précocité de l'atteinte, souvent même dès la naissance, et l'absence de variations saisonnières. Les symptômes ORL sont également quasi constants, mais non spécifiques. Ce sont des otites moyennes aiguës récidivantes, avec un début précoce, également des otites séromuqueuses, des otorrhées qui persistent sur les aérateurs transtympaniques et des hypoacousies de transmission qui souvent peuvent être responsables de retard de langage. La rhinite mucopurulente est chronique, souvent de début néonatal, et l'évolution de la maladie peut se faire vers une polypose naso-sinusienne ou des sinusites purulentes récidivantes. Donc là aussi, un début précoce, parfois, voire même souvent néonatal, et pas de variation saisonnière. Alors, le situs inversus. Tous les enfants qui ont un situs inversus n'ont pas de Cartagénaire. Vous voyez que le syndrome de Cartagénaire est l'association d'un syndrome sinopulmonaire, atteinte ORL, atteinte bronchique, de dilatation des bronches et de situs inversus. Vous avez les fréquences respectives du situs inversus qui est relativement fréquent, 1 pour 7000 avec des gènes spécifiques, de la dyskinésie ciliaire 1 pour 16 000 et le syndrome de Cartagénaire, c'est 1 sur 32 000. Donc l'hétérotaxie, on va le voir sur les radiographies qui suivent. Un situs inversus, c'est vraiment une inversion complète. Le situs ambigus, là vous allez voir, c'est pas forcément tout. Je ne parlerai pas de la dextrocardie, d'isomérisme. Donc, sur le diagramme A, c'est une radiographie du thorax standard. Et vous voyez ce qu'on rencontre dans les situs inversus, à la fois une inversion du cœur, de l'estomac et du foie. Dans les situs ambigus, là, vous avez simplement, par exemple, l'estomac qui a changé de côté. Donc, score qui intègre l'ensemble de ces éléments cliniques. C'est le score Picadar. Rola vous l'a déjà présenté, mais je vais le détailler. Donc, plusieurs items à renseigner. Le premier, est-ce que le patient est né à terme ou prématuré? Quand il est à terme, on gagne 2 points. A-t-il eu des symptômes respiratoires en période néonatale? C'est la fameuse détresse respiratoire néonatale, polypnée, toux, pneumopathie. Donc là, c'est 2 points. Le patient a-t-il été admis en réanimation néonatale? Encore 2 points. A-t-il une anomalie de la latéralisation? 4 points. Une cardiopathie congénitale? 2 points. Une rhinite chronique perannuelle? 1 point. Et des problèmes chroniques d'oreille, otorrhée, otite séreuse, perte d'audition? 1 point. On considère que quand on a un score qui est supérieur ou égal à 5, la sensibilité est de 90% et la spécificité de 75%. Les anomalies associées, il y en a pas mal. Il faut les connaître pour pouvoir suivre correctement vos patients et notamment envisager la transition à l'âge adulte. Ce sont des patients qui ont une hypofertilité masculine et féminine avec un risque de faire des grossesses extra-utérines, des rétinites pigmentaires, hydrocéphalie, kystes rénaux, atrésie des voies biliaires, doigts surnuméraires, des cardiopathie qui concernent 3 à 8% des patients, polysplénie, foie médian. Donc les aspects scanographiques, thoraciques, on a déjà eu de belles présentations sur le sujet, donc je n'y reviendrai pas. Ce sont des atteintes qui peuvent être importantes et sévères, et c'est la prise en charge précoce dans l'enfance de ces patients, même si on n'a pas malheureusement de traitement ciblé, qui permettra d'éviter d'en arriver là.
Donc l'aspect scanographique des sinus est à explorer. En endoscopie, ce sont des patients qui ont généralement des sécrétions qui sont épaisses et collantes, tant au niveau de la filière sinusienne que lors de l'endoscopie bronchique, qui sont au niveau du nez tendus entre le septum et le cornet inférieur, avec un aspect comme un arc de violon. Au scan, qu'est-ce qu'on voit? Un comblement sinusal partiel en cadre qui est fréquent, et une hypoplasie sinusale avec une aplasie sinusale frontale et une hypoplasie au niveau des maxillaires. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent vous orienter vers une dyskinésie ciliaire. L'évolution fonctionnelle, Rolla vous en a parlé. Ce qu'on observe dans la plupart des études, c'est un déclin annuel régulier du VEMS qui est d'environ 0,8% chez l'enfant, et il y a une grande, bien évidemment, variabilité interindividuelle. Alors la microbiologie de l'enfant n'est pas celle de l'adulte. Chez l'enfant, donc ça, ce sont les résultats de l'équipe de Trousseau, avec un pourcentage assez homogène entre Haemophilus et Staphylocoque, un petit peu moins de pneumocoque, et déjà 9% de pyocyanique. Là, sont les résultats d'autres études sur de gros centres où la prévalence du pyocyanique est plus importante. Globalement, on considère que la proportion de Pseudomonas aeruginosa augmente avec l'âge, est moins fréquente chez les tout-petits et augmente à l'adolescence et plus particulièrement à l'âge adulte. Et les bactéries princeps restent l'hémophilus, le pneumocoque, la moraxelle et à un moindre degré, et le staphylocoque qui lui aussi a tendance à augmenter au cours de la vie. Le pyocyanique dans les études adultes, ça peut correspondre à 44% des patients et 27% des infections chroniques. C'est ce sur quoi il faut essayer d'agir et de lutter précocement. On va y revenir. Donc les moyens diagnostiques. Je vais revenir sur le NO nasal, ses conditions de réalisation. Il faut un lavage de nez et si possible une antibiothérapie préalable et être sûr que l'enfant ait un nez perméable lors de la réalisation de l'examen. Ce sont des mesures qui ont un certain coût. Les techniques utilisées selon l'âge, Roland en a parlé, volume courant chez les petits, en expiration également contre résistance. Et il faut garder la meilleure valeur mesurée. Le choix du seuil, plusieurs seuils, le seuil de 77 nanolitres par minute qui a une sensibilité à 98%, et une spécificité à 99%, seuil à 30 nanolitres minute avec une sensibilité 91 et spécificité à 96, et avec un débit et un contrôle du NO ambiant qui doivent être monitorés. Alors pourquoi le NO nasal est abaissé dans la DCP ? Tout d'abord, il va y avoir une consommation excessive du NO en métabolite par la charge bactérienne. Deuxième point, donc ça c'est ce qu'on voit ici. Deuxième point, il faut qu'il y ait un battement ciliaire pour amener à la biosynthèse du NO. Et ensuite, comme je vous l'ai montré sur les diapositives précédentes, il y a une obstruction, une hypoplasie et une agynésie sinusale qui fait qu'il ne va pas y avoir une libre circulation du NO. Ce NO est certes produit par les cellules épithéliales, mais pas que, endothéliales, macrophages, polynucléaires neutrophiles. Et 90% du NO nasal provient des voies aériennes supérieures et surtout des sinus. Donc c'est un bon moyen de dépistage. Faut se méfier, les appareils validés, ce sont surtout ceux qui font de la chimoluminescence, notamment le Nioxflex, et ce sont ceux qui sont recommandés dans les recommandations ATS et ERS. Les portables qui font de l'électrochimie, comme le Niox-Vero, sont moins chers, faciles d'utilisation, mais qui ne sont pas validés pour la mesure du NO nasal. Alors, après le NO, prélèvement des cils, qui peut se faire lors d'un brossage ou d'une biopsie ciliaire. Le brossage, c'est surtout
pour l'étude du mouvement ciliaire qui peut se faire en microscopie optique et également à haute vitesse avec une analyse quantitative et qualitative. Ça peut se faire par voie nasale ou bronchique et c'est possible quel que soit l'âge. La biopsie ciliaire nous sert surtout à étudier l'ultrastructure ciliaire, comme ce que je vous ai montré sur les premières diapos, avec la microscopie électronique de transmission. Et ça se fait par voie nasale, les biopsies à partir de l'âge de 3-4 ans, et par voie bronchique, quel que soit l'âge, avec des pinces maintenant qui rentrent dans tous les canaux de nos endoscopes. Donc il faut là aussi faire de la kiné avant, faire une antibiothérapie dans les 15 jours qui précèdent. Parfois, ça peut être difficile d'obtenir des prélèvements par biopsie de bonne qualité. Ça se fait en nasal sous contrôle endoscopique à la face médiale du tiers moyen du cornet inférieur, et sur le plan bronchique, on peut faire soit des va-et-vient, soit on tourne et on essaye de choisir une zone la moins inflammatoire possible, la moins hémorragique, généralement une paroi lobaire plutôt que la trachée ou la carène, qui sont souvent moins faciles d'atteinte et moins rentables. Donc ça, clairement, sur les modalités de conservation, on plonge ces biopsies dans de la glutaradéide qui peut voyager par la poste. Moi, je ne dispose pas dans mon centre d'analyse en microscopie électronique. C'est envoyé à Paris et ça voyage très bien par la poste sans souci. Donc quand on essaye d'analyser cette fois-ci, non pas en microscopie électronique, mais en microscopie optique, le battement ciliaire, on peut regarder le pourcentage de cils battants, le type de mouvement, le score de dyskinésie, la richesse de cellules ciliées, mais ça reste des analyses qui sont on-off, qui sont du débrouillage et qu'on utilise clairement plus trop en France. Ce qui est utilisé, ce sont des vidéomicroscopes à haute vitesse. Tous les centres en France n'en disposent pas. C'est développé depuis une vingtaine d'années, bien évidemment recommandé par l'ERS. Mais ça permet, si on est capable d'acquérir les vidéos, même si on n'a pas de spécialiste de l'analyse, de transmettre les images pour analyse dans un deuxième temps à un centre expert. Il y a beaucoup de recherches qui a été effectuées ces 20 dernières années sur l'analyse qualitative et quantitative du mouvement ciliaire. Ce qu'on regarde, c'est à la fois la longueur du cil, l'angle de battement, la fréquence globale en phase active, en phase passive, les pauses, et des paramètres également plus complexes comme la distance parcourue, la surface couverte par seconde. Donc ce sont des analyses de haut vol qui sont faites dans des centres qui sont des centres qui font de la recherche et qui ont développé ces techniques et qui sont, même en France, pas accessibles à l'ensemble des centres. Ensuite, la génétique. La génétique, désormais, il y a une 50aine de gènes qui ont été identifiés comme étant responsables de dyskinésie ciliaire. Sur cette 50aine de gènes, certains sont associés sur le plan de la microscopie électronique à un certain nombre d'atteintes. Vous avez des gènes qui sont associés notamment à l'absence de bras de dynéine externe, d'autres à l'absence de bras de dynéine interne, d'autres encore à l'absence de complexe central. Mais également des gènes qui sont responsables d'atteintes qui ne sont pas visibles en microscopie électronique. Donc effectivement, il peut y avoir des diagnostics avec une microscopie électronique normale, mais pour autant une vraie dyskinésie ciliaire, avec notamment des gènes qui sont impliqués à la base par exemple, de la multiciliogénèse. Donc cette 50aine de gènes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la transmission est très très majoritairement une transmission autosomique récessive. Il y a quelques transmissions qui sont liées à l'X et une transmission qui est autosomique dominante. Mais majoritairement, c'est du récessif, donc la consanguinité est un facteur de risque important. Donc sur les différentes techniques, ce qu'il faut vous dire, et je vais vous montrer ensuite les diagrammes, c'est qu'il n'y a pas une seule technique qui suffit, que c'est un petit peu compliqué. Le NO nasal, comme disait Rola, que ce soit à 77 ou à 30 nanominutes, ça laisse quand même 10% de faux négatifs. Donc ce n'est pas parce qu'on a un NO nasal normal qu'on peut exclure le diagnostic. L'étude du battement sur brossage ciliaire, la microscopie optique, c'est rentable si le battement est nul. Et encore, parfois sur des infections sévères, on peut avoir très peu de battement et qu'il n'y ait pas de dyskinésie. La vidéomicroscopie haute fréquence,
C'est probablement l'idéal, mais ce n'est pas accessible de partout. La microscopie électronique, il peut y avoir là aussi de réelle dyskinésie ciliaire à microscopie électronique normale. Donc la sensibilité n'est pas parfaite. Par contre, la spécificité est extraordinaire. Si vous voyez une absence de bradynéine externe, c'est forcément une dyskinésie ciliaire. Et la génétique, on connaît une 50aine de gènes, mais on ne les connaît pas tous. Donc ça laisse quand même là aussi un certain nombre de cas avec une génétique à l'heure actuelle qui n'est pas connue, même si chaque année, dans chacun des congrès, on voit arriver de nouveaux gènes. Donc voilà la proposition. Alors Rola vous a montré le dernier PNDS, mais il date un petit peu sur le sujet. Ça, c'est la dernière proposition de l'équipe de Trousseau qui travaille beaucoup sur la DCP. On fait une mesure de NO nasale, au moins à 2 reprises dans de bonnes conditions. Si elle n'est pas effondrée, qu'on pense vraiment que c'est une dyskinésie ciliaire, eh ben on va demander un avis à une RCP nationale, les fameux 10% qui ne sont pas dépistés. Si elle est effondrée, on va à la microscopie électronique et qui va, si elle est anormale, permettre de réaliser de la génétique. Si cette microscopie électronique est normale, par contre, on passe par un avis de RCP national parce que, comme je vous l'ai dit, c'est possible. Et la génétique est généralement orientée par les résultats de la microscopie électronique. Vous avez vu qu'il y a une corrélation entre le génotype et le phénotype sur l'aspect en microscopie électronique. Et s'il y a 2 mutations non ambiguës dans un gène de DCP, on porte un diagnostic. Si ce n'est pas le cas, on revient vers la RCP nationale. Quand il y a un situs inversus, et donc une suspicion de syndrome de Cartagena, l'équipe de Trousseau nous recommande de passer plutôt par un panel en première intention. Et s'il n'est pas contributif, à ce moment-là, de passer par la microscopie électronique, comme on l'a vu précédemment. Prise en charge spécifique en quelques diapos. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît. C'est 2 diapos. Prise en charge ORL. On lave avec des choses qui ne sont pas que des petits sprays, c'est vraiment des cornes qui donnent un gros volume. Des livrets patients qui expliquent comment on se lave le nez. C'est un vrai apprentissage. On peut mettre également des corticoïdes nasaux et la chirurgie, c'est l'exception. Et on a de belles études qui manquent un peu dans les DDB idiopathiques, mais dans la DCP, avec cette étude parue il y a 4 ans dans le Lancet, on voit que l'azithromycine va permettre de réduire finalement les exacerbations sur une étude sur 90 patients. Le suivi, une seule notion à avoir, c'est qu'il y a un suivi ORL supplémentaire par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est régulier, avec un examen tous les 6 mois et des explorations plus poussées tous les 12 mois, et un scanner qui là par contre est recommandé tous les 5 ans. Grande différence avec les DDB idiopathiques. Et un petit peu de lecture pour terminer, notre PNDS et également tous les livrets patients qui sont une mine de renseignements pratiques pour les patients au quotidien. Un livret d'information, il y en a pour beaucoup de maladies rares sur le site Respifil et ça peut donner aux familles, notamment par exemple sur le lavage de nez, des bases d'éducation thérapeutique intéressantes. Une dernière diapo. Et après, c'est terminé. Simplement pour dire que pour continuer, nous avons un joli congrès. Alors, désolé, ce n'est pas à Rabat, c'est à Paris. C'est au mois de novembre à la Maison de la Chimie. Et c'est le congrès de la Société pédiatrique de pneumoallergologie, le CEPAP. Et vous êtes tous chaleureusement invités. Les abstracts, c'est jusqu'à demain. Et on se reverra donc peut-être au mois de novembre. Donc, merci infiniment pour cette présentation fort intéressante sur un sujet qui pose énormément de problèmes, notamment diagnostiques. Ça va certainement susciter beaucoup de questions.